Bonjour, bienvenue au webinaire de Faction A intitulé Comment intégrer les données de Google Analytics de tous vos sites web avec Power BI. Alors, premièrement, merci de vous joindre à nous ce matin. Mon nom est Étienne Castonguay et pour les prochaines 50 minutes, je serai votre animateur. Donc, le webinaire d'aujourd'hui a pour but de partager avec vous comment il est possible de livrer rapidement des solutions analytiques à vos utilisateurs en intégrant les données de Google Analytics dans Power BI. Alors, on va faire ça en créant avec vous rapidement un petit tableau de bord et on va vous montrer là, comment, on va vous expliquer en fait comment vous pourriez partager ces rapports-là de manière complètement sécurisée. Puis naturellement, ce faisant, on va partager avec vous là, quelques astuces, je m'excuse, avec Power BI quand vient le temps d'intégrer les données de Google Analytics. Alors, j'ai demandé aujourd'hui à un de mes collègues de joindre à moi, Philippe Thérèse. Bonjour Philippe. Bonjour Étienne, bonjour tout le monde, merci d'être présent. Alors, Philippe est associé et cofondateur chez nous. Il compte plus de 25 années d'expérience, dont la grande majorité en service professionnel. Philippe a une expertise qui est vraiment unique là, au niveau des solutions analytiques et décisionnelles. D'ailleurs, il a contribué au développement de plus d'une douzaine de programmes visant à mettre en œuvre des solutions analytiques pour de grands clients tant au Canada qu'aux États-Unis. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler à notre auditoire là, que le webinaire est interactif, donc il est possible de poser directement des questions par clavardage tout au long du webinaire. On va répondre à toutes les questions et si jamais on manque un peu de temps à la fin, on répondra individuellement afin de s'assurer que tout le monde obtient les réponses. Donc, on vous invite à poser toutes les questions que vous jugez pertinentes là, au fur et à mesure que la présentation va progresser. Finalement, j'aimerais aussi rappeler à l'auditoire qu'on vous allez avoir accès à la copie de la présentation, naturellement, sur votre console présentement, mais que la présentation est aussi enregistrée et qu'elle vous sera accessible à partir de demain, si vous désirez la partager avec des collègues, par exemple. Alors, on vous enverra là, un courriel à cet effet qui vous donnera l'hyperlien afin d'accéder à l'enregistrement, puis il y aura aussi une copie de la présentation. Alors, sans plus tarder, on va jeter un petit coup d'œil à l'agenda. Donc, en débutant, on va prendre un pas de recul, puis on va essayer de regarder comment, en fait, c'est quoi les limitations aujourd'hui quand on crée des rapports et comment travailler avec Google Analytics. Donc, on va transformer les données Google Analytics dans un tableau de bord là, qui va être comparatif dans ce cas-ci. Et naturellement, on va utiliser les technologies de Microsoft de Power BI pour vous montrer ça. Quand on aura terminé ça, on reviendra avec une petite conclusion et on va passer tout de suite à la période des questions. Alors, je voulais prendre un pas de recul et s'assurer que tout le monde est sur le même pied. Donc, ce qu'on essaie de faire normalement quand on veut communiquer de l'information, je m'excuse, c'est normalement d'aller chercher, on commence par aller chercher des données dans l'organisation et typiquement, on va aller chercher ça dans les systèmes opérationnels qu'on connaît bien. Ça peut être des systèmes financiers, comme ici on voit un exemple, ça peut être SAP, ça peut être un CRM à la Salesforce, ça peut être aussi des bases de données internes ou même externes ou même dans le nuage. Hein. Puis on va aller chercher de l'information et typiquement, on va aller chercher de l'information, par exemple, des transactions, des ventes, des achats, des mouvements d'inventaire. Donc, typiquement, on va partir de l'information qui existe. Puis ici, on représente l'information avec des chiffriers Excel, mais ce qui est important de retenir, c'est que, bon, typiquement, ça va arriver sous une forme de table et on va commencer à travailler avec l'information à partir de là. Bon. Une fois qu'on a l'information, on va essayer de l'organiser pour qu'elle fasse du sens pour nous. Donc, on va prendre l'information brute et on va l'organiser. Hein. On va parler ici de dimensions. Alors, on va introduire des nouveaux mots comme les dimensions et on va prendre les données. Par exemple, je veux regarder mes ventes, puis je vais pouvoir les regarder par client, par succursale, par produit. Alors, on prend les données brutes et puis on essaie de les organiser pour qu'elles aient du sens
pour notre besoin particulier. Une fois qu'on a fait ça, ben, pour les plus aguerris d'entre nous, ben, on va essayer de modéliser l'information. Puis là, je veux rassurer tout le monde, c'est pas nécessairement tout le monde qui le fait, mais ça fait partie des bonnes pratiques. Alors, on devrait essayer de modéliser l'information. Puis ici, on a un petit exemple de modélisation en étoile. Hein, on modélise des faits, donc les transactions de vente dans ce cas-ci, et tout autour, on va mettre des dimensions, ce qui nous permet d'analyser les données pour qu'elles fassent du sens pour nous. Comme par exemple, je peux regarder mes ventes par magasin ou mes ventes par produit ou mes ventes par date dans ce cas-ci. Donc, on parle ici d'un petit exemple de modélisation en étoile. Alors, il y a peut-être des gens qui ont déjà entendu ce terme-là, donc c'est ça de la modélisation en étoile. Alors, une fois qu'on est allé chercher l'information puis qu'on l'a organisée, ben, la prochaine étape, typiquement, on va essayer de produire l'information sous une forme qui nous permet de la communiquer. Hein. On peut la digérer en tant qu'utilisateur. Typiquement, ben, on va essayer de faire des visuels, des rapports tabulaires, comme on voit là. Mais l'idée, c'est une fois qu'on a les données, ben, on veut pouvoir la communiquer. Hein. Alors, ça, c'est la prochaine étape. Donc, on va préparer l'information pour qu'elle puisse être digérée par les différents utilisateurs. Puis une fois que ça c'est fait, ben, on cherche à communiquer cette information-là et la plupart du temps, ben, les gens vont utiliser, par exemple, un courriel d'information, deux formats très populaires. Il y en a qui vont transmettre l'information avec des fichiers PDF. Certains vont dire que c'est plus sécuritaire parce que c'est statique, mais on sait très bien aujourd'hui qu'on peut facilement copier cette information-là puis commencer à la modifier. D'autres vont utiliser Excel, hein, ce qui est très populaire aussi. Et puis dans ce cas-ci, ben, souvent, on va essayer de barrer les formules ou des parties du chiffrier. Mais encore une fois, ceux qui sont un petit peu habitués vont facilement contourner ces règles-là et puis commencer à modifier l'information. Puis, ben, ça se ramasse dans les mains de l'utilisateur. Hein. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est une façon qui est plus moderne de faire ce qu'on vient de parler. Alors, on va encore une fois aller chercher de l'information à partir d'une source de données, mais ce qu'on va faire ici aujourd'hui, c'est on va ajouter une nouvelle source de données qui s'appelle Google Analytics, que vous venez de voir apparaître. Et pour nous, Google Analytics devient une autre source de données parmi tant d'autres. Hein, ça peut être Google Analytics tout seul ou Google Analytics augmenté de d'autres types d'informations. Et on va passer ça à travers un processus complètement automatisé qui va transformer et harmoniser les données. Puis après ça, on va aller le stocker à quelque part, dans une structure de données quelconque. On va appeler ça des fois un entrepôt de données, mais appelons ça, pour faire une discussion, une structure de données quelconque. Puis au niveau de la transformation, de l'harmonisation, c'est un grand terme, mais ce qu'on essaie de dire, c'est qu'on veut ramener l'information sur une base à partir de laquelle on peut faire des analyses. Je m'explique. Par exemple, j'ai des données de vente de l'Ontario, des données de vente du Québec, avec des taxes, par exemple, et puis les taxes en Ontario ne sont pas les mêmes qu'au Québec. Alors, il faut que je prenne ces données-là, que je les transforme. Donc, j'enlève la taxe en Ontario à un certain montant, au Québec avec un autre montant. Et par la suite, j'ai des données que je peux commencer à comparer. C'est de ça qu'on parle quand on parle d'harmonisation. De la transformation, ben, ça peut être un exemple aussi simple que A plus B égale C. Ce qui m'intéresse, c'est la variable C, le résultat, mais je ne l'ai pas dans mes données. Donc, j'ai les données de A et de B. Donc, j'additionne A plus B pour arriver au résultat de C, dont je peux me servir par la suite. Alors, c'est de ça qu'on parle quand on parle de transformation. Donc, c'est un processus qui est complètement automatisé. Et on se rappelle ici ce que je vous montrais tantôt. Donc, on va modéliser l'information qui a été stockée et la mettre dans un cube. Pourquoi on fait ça? Ça nous permet par la suite de, par exemple, de beaucoup simplifier la maintenance des rapports. Il arrive souvent qu'on va commencer, par exemple, avec un premier rapport, puis avec le temps, ben, un deuxième s'ajoute, 3, 4, 5, 10, 20, 50 rapports. Et puis là, on vient que ça devient extrêmement difficile à maintenir. Alors, en centralisant les données à travers un modèle, ben, si par exemple mes règles d'affaires changent en cours de route, ben, je vais aller modifier le modèle
Et ce changement-là va se répercuter dans tous les rapports qui vont être dérivés à partir de ce modèle-là. Donc, ça simplifie de beaucoup l'entretien de ces rapports-là, en fait, qu'on utilise. L'objectif étant naturellement de produire un tableau de bord ou un rapport qui sera distribué à des utilisateurs sous différentes formes. Quel est l'avantage de ce que je viens de parler? Donc, pourquoi on veut changer la façon de faire les choses? Bien, la première chose qu'on veut faire, c'est automatiser les chargements, l'extraction, l'harmonisation, afin de donner plus de temps, afin en fait qu'on concentre nos énergies et notre temps à analyser les données. Au lieu de passer, on entend ça souvent, j'ai passé beaucoup de temps à aller chercher des données à droite, à gauche, les modifier afin que je puisse m'en servir, puis finalement, je peux arriver à un rapport. Bien, tout ce processus-là maintenant est automatisé, ce qui nous laisse le temps maintenant à l'activité qui apporte le plus de valeur à l'entreprise, c'est-à-dire l'analyse des données. Ça, c'est la première chose la plus importante. La deuxième chose, c'est que là, maintenant, on vient d'éliminer beaucoup des processus manuels, ce qui augmente de beaucoup la sécurité des informations qui sont distribuées. Je suis certain qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont, à un moment ou un autre, transmis un rapport qui est allé au mauvais utilisateur. Par exemple, on voit ici des exemples encore une fois, où il y a différents rôles dans l'organisation. Puis, par exemple, un directeur pourrait vouloir voir les données, par exemple, de sa région ou de sa succursale, mais pas nécessairement les données de l'autre région ou de l'autre succursale. La même chose est vrai aussi, par exemple, pour un niveau supérieur où un vice-président pourrait dire, ben moi, je voudrais voir les données de toutes les régions combinées, mais pas nécessairement dans le détail. Alors, donc, maintenant, on va pouvoir automatiser ces rôles-là à travers des codes. Et ces codes-là sont les mêmes que vous utilisez, par exemple, aujourd'hui. On arrive le matin, on se branche notre ordinateur, on rentre notre code d'utilisateur, après ça notre password, puis tout à coup, on a accès à notre environnement qui est complètement sécurisé, qui est personnalisé pour notre besoin particulier. Ben ça va être un peu la même chose. À travers le même code d'utilisateur, le même mot de passe, tout à coup, vous allez avoir accès à des données qui auront été rafraîchies automatiquement et qui vous seront présentées selon vos besoins particuliers. Par la même occasion, si quelqu'un, par exemple, quitte, un directeur quelconque, remplacé par un nouveau directeur, ben, il est géré au niveau du rôle. Donc, comme directeur d'une succursale particulière, ben, il a le droit de voir les données de sa succursale à lui et non pas celles des autres. Alors, tout ça maintenant est géré de façon centralisée, ce qui augmente de beaucoup la sécurité. Puis, naturellement, on élimine les possibilités d'erreur dues aux humains. La dernière chose qui est importante aussi de savoir, c'est que maintenant, les utilisateurs peuvent fixer des alertes et même des seuils qui pourront être consultés selon la fréquence qu'ils jugeront. Je m'explique. Par exemple, je reçois un rapport de performance sur une campagne et ça nous est tous arrivé de produire des rapports qui, dans le temps, ne sont plus utilisés pour toutes sortes de bonnes raisons. L'utilisateur aujourd'hui pourra décider, par exemple, qu'une mesure particulière aura une alerte pour lui, parce que lui, c'est ce qui l'intéresse. Par exemple, j'ai fait une campagne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nombre d'impressions de ma nouvelle campagne et je veux savoir les résultats tous les jours. Donc, je pourrais recevoir, par exemple, un courriel qui me dirait, ben, la veille, tu as eu 1000 impressions, par exemple, de ta nouvelle campagne. La même chose pourrait être vrai pour un seuil, c'est-à-dire, je veux me faire avertir si et seulement si je dépasse un certain seuil sur le nombre d'impressions. Donc, par exemple, je dépasse 1000 impressions, je veux que tu m'avertisses. Ben, dès que je dépasse 1000 impressions, je suis averti. Alors, c'est des nouvelles façons de consommer l'information qui sont complètement automatisées et qui apportent beaucoup de valeur aux utilisateurs. Nous, on travaille avec les technologies de Microsoft, puis c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Puis rassurez-vous, je ne vais pas passer à travers toute la panoplie de technologies. Ce qui est important de se rappeler ici, c'est que tout ce que vous allez voir aujourd'hui est disponible dans le cloud, donc en info nuagique, et ça bénéficie de tous les avantages qu'on connaît, c'est-à-dire
Attendez, j'ai une petite alarme, j'espère que ce n'est pas apparu à l'écran. Mais ce qui est important de retenir, encore une fois, c'est que c'est disponible en info nuagique et donc, ça bénéficie de tous ces avantages-là. Donc, la grande flexibilité, vous payez à l'utilisation. Vous pouvez, par exemple, décider de cesser d'utiliser des services la nuit parce que vous n'en avez pas besoin, ce qui réduit vos coûts. Donc, tous ces avantages-là font partie inhérente de ce qu'on va présenter aujourd'hui. Petite pause publicitaire pour se présenter. Qui on est, Faction A? Ben, nous, on est une firme d'expertise. Hein? On est des gens spécialisés dans la mise en place de solutions analytiques. Alors, on ne revend pas les produits de Microsoft, on est des spécialistes d'implantation de solutions analytiques et on intervient typiquement de 3 façons chez nos clients. La première façon, ben, on est des accélérateurs d'implantation. Hein? On est des agents de changement, donc les clients vont faire affaire avec nous parce qu'ils veulent accélérer ou atteindre leurs objectifs plus rapidement, parce qu'on est des spécialistes, on ne fait que ça. On peut aussi bâtir de bout en bout. Hein? On peut accompagner nos clients de bout en bout, c'est-à-dire on peut aider nos clients à planifier, prioriser, développer, mettre en place et même supporter par la suite ces solutions-là. Donc, on peut supporter nos clients à travers toute la chaîne de mise en place. Puis la troisième façon, ben, il arrive que des clients nous disent, ben, écoutez, nous, ce n'est pas nécessairement notre tasse de thé, l'analytique. Par contre, on comprend bien les avantages. Est-ce qu'on pourrait impartir chez vous l'évolution de nos analytiques dans le temps? Alors oui, on peut accompagner nos clients dans le temps à travers l'évolution de leurs besoins analytiques au fur et à mesure, finalement, où leurs besoins changent. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, étant donné la contrainte de temps, là, on va simplifier un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on va prendre des données de Google Analytics, on va les intégrer tout de suite dans Power BI, on ne passera pas à travers toute la chaîne pour, encore une fois, la contrainte de temps. Puis, une fois que les données seront dans Power BI, ben, on va commencer à créer devant vous un petit tableau de bord qui vous permettra de voir comment on fait ça, qui pourrait par la suite, par exemple, être publié très facilement. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Finalement, je voulais prendre une minute pour peut-être parler un petit peu. Les gens me demandent des fois, oh, mais Étienne, pourquoi je voudrais, par exemple, prendre mes données dans Google Analytics puis mettre ça dans Power BI? J'ai une panoplie d'analytiques qui sont déjà dans Google Analytics. Pourquoi je voudrais mettre ça dans Power BI? Bon, aujourd'hui, nous, on va vous présenter un petit exemple un peu simpliste là, où on a 2 sites web. Nous, c'est des 2 marques qu'on utilise, de Faction A et Solutions et Edge. Mais la réalité d'aujourd'hui est complètement différente. J'ai un client, par exemple, qui, pour des raisons qui leur appartiennent, qui sont très valides d'ailleurs, qui ont 6 lignes d'affaires et qui ont décidé d'avoir un site web par ligne d'affaires. Donc, ils ont 6 sites web qui veulent comparer entre eux, s'assurer des performances, tout ça. J'ai un autre client, lui, qui fait affaire dans 12 pays différents. Et à cause de ça, ben lui, il a 13 sites web qu'il doit gérer, comparer, s'assurer, bon, que les, naturellement, pays différents, langues différentes, offres différentes, etc. Donc, ils veulent s'assurer qu'ils répondent aux besoins de chaque marché. Puis j'ai même un autre client qui, lui, travaille dans le domaine alimentaire. Et puis eux ont décidé qu'à chaque fois qu'ils sortent un nouveau produit, ben, ils vont avoir un microsite qu'ils vont vouloir gérer. Ben, aujourd'hui, ils ont plus de 100 sites web qu'ils doivent gérer. Alors, à un moment donné, ça devient absolument extrêmement difficile de faire des analyses comparatives avec la réalité d'aujourd'hui. Et puis c'est là que, par exemple, Power BI va faciliter la communication d'informations. Alors ça, c'est un exemple, par exemple, pourquoi on voudrait faire ce type de travail-là. Alors, sans plus tarder, je vais demander à mon collègue Philippe de prendre le contrôle de la présentation. Alors, Philippe, je te passe le contrôle. D'accord. Je m'assurer qu'on voit bien ça. Est-ce qu'on voit, Étienne, on voit bien mon écran? Oui, on voit ton écran, je t'entends bien aussi. Parfait, super. Donc, écoutez, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais passer à travers une petite démonstration de Power BI qui va intégrer les données de Google Analytics. Donc, Étienne, tantôt, a parlé il y a quelques secondes un peu des les limites qu'on a avec Google Analytics. Là, je vais prendre pour acquis que
pas mal d'entre vous connaissez bien Google Analytics que vous l'utilisez. Mais on voit dans Google Analytics qu'on a beaucoup de rapports prédéfinis, des analytiques ad hoc tels qu'on les entend là, dans le monde d'intelligence d'affaires. C'est pas vraiment facile à faire. Il y a des limites de forage, des limites de récupération, toutes sortes de petites problématiques qui viennent empêcher, par exemple, l'intégration des données de plusieurs sites web, premièrement, et deuxièmement, l'intégration des données externes, en fait internes là, à notre entreprise, à nos opérations, qui peuvent provenir d'autres endroits dans notre système décisionnel ou nos systèmes opérationnels. Donc, on veut, par exemple, Étienne montrait une charte tantôt où on intégrait les données de systèmes opérationnels. Par exemple, ça peut être SAP, Oracle ou des applications qui sont maison, puis on veut intégrer ça avec des activités sur nos multiples sites web. Donc, c'est un peu ça là, que la problématique qu'on essaye de résoudre avec l'intégration de données de Google Analytics. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, là, puis encore là, je vais prendre comme hypothèse que les gens qui assistent aujourd'hui ne sont pas nécessairement ce qu'on appelle des power users ou des usagers très avancés. Donc, je vais faire une petite base là, très rapide de Power BI, faire le tour sommaire, puis on va intégrer des données en ligne de Google Analytics. Je vais passer plus de temps sur l'intégration des données que vraiment sur le formatage des rapports, parce qu'après ça, le formatage des rapports, ben, ça, c'est relativement plus facile. Donc, on va parler rapidement de ce bout-là, mais on va y aller, comme je dis, rapidement. Puis on va développer un petit tableau de bord, puis on va intégrer les données de deux sites web. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à Power BI. Donc, je m'excuse, j'ai mis l'interface en anglais ce matin, j'ai oublié de changer ça en français, c'est un peu trop tard. Donc, de toute façon, on ne passera pas à travers toute l'application. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert l'application Power BI Desktop. Et puis, bon, on voit que c'est un canevas vide. Donc, la première chose que je dois faire dans Power BI, c'est d'aller chercher des données. Donc, quand je vais chercher des données, Power BI me donne une série d'options. Puis, il y a toutes sortes de choses qui sont supportées là, par Power BI. Soit qu'on va aller chercher des fichiers XML, des fichiers dans des chiffriers Excel, dans un dossier SharePoint. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les services en ligne. Puis les services en ligne, c'est d'aller chercher des données directement d'un fournisseur de services de données. Puis dans ce cas ici, Google Analytics, il y a un connecteur qui existe pour aller chercher les données en ligne de Google Analytics. Donc, j'ai déjà établi l'authentification pour rentrer dans le système. Donc, ce qu'on voit, nous, comme Étienne disait tantôt, chez nous, on a deux marques, dans le fond, de commerce. On a Faction A et on a Solution InEdge. Donc, on a effectivement, nous, deux sites web. Puis ces sites web-là, bon, ils ont chacun leur activité, ils ont chacun leur je dirais, un marché de personnes différentes qui vont chercher les données, qui vont chercher de l'information sur nos sites web. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? C'est qu'on va aller chercher les données dans notre marque Faction A. Donc, quand je descends dans la hiérarchie, c'est une hiérarchie qu'on retrouve dans Google Analytics. Donc, si j'allais dans Google Analytics, je verrais cette hiérarchie-là. D'ailleurs, voyez-vous ici, ça c'est ma version de Google Analytics, puis je suis sur ce qu'on appelle le Master View de Faction A. Donc, c'est nos données actives de notre site web Faction A. Donc, quand je retourne ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la vue maîtresse, dans le Master View, puis on voit une série de dossiers. Puis les dossiers peuvent contenir des dimensions, donc des données nominatives et descriptives, et aussi contenir des faits. Tantôt, Étienne a parlé de dimensions et de faits. Donc, on peut contenir les deux, ça peut contenir les deux genres de données. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher quelques données qui sont pertinentes à ce que je voudrais voir. Donc, par exemple, dans la dimension de géographie, je vais aller chercher la ville, par exemple, et le pays. Donc, puis on voit ici que Google Analytics, le connecteur essaie de bâtir un tableau de données, mais là, il manque des données. Donc, c'est pour ça qu'on a cette petite erreur-là. Il manque des données. Il manque des données, en fait, factuelles, des données qu'on peut agréger ou compter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'aller chercher d'autres dimensions. Donc, ici, je vais aller chercher dans plateforme or device. Je vais aller chercher, moi, ce que j'appelle, en fait, ce que
ce que Google Analytics appelle le device category. Donc, ça peut être des choses comme est-ce que ça provient de mobile, d'une tablette, d'un cellulaire, etc. Donc, je vais aller chercher ça. Ensuite de ça, je vais aller chercher, moi, dans la source de trafic, je vais aller chercher la source comme telle. Donc, on va voir tantôt dans les rapports à quoi ça ressemble. Ensuite de ça, dans le temps, ben, je vais aller chercher simplement la date. Donc, ça, c'est une autre dimension qui est importante. Puis finalement, dans le le répertoire session, ben, c'est là que je vois mes mesures. Là. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est je vais aller chercher ce qu'on appelle le average session duration, donc le temps moyen, le bounce rate, alors c'est quoi le taux, si on vend, de rejet. Je vais aller chercher le nombre de rejets, puis je vais aller chercher aussi le nombre de sessions. Donc, avec ces données-là, je me suis bâti un petit tableau que je pourrais commencer à transformer tout de suite. Mais ce que je vais faire avant tout, c'est que je vais les charger. Donc, dès que je clique sur chargement des données, alors les données sont maintenant retournées de Google Analytics vers mon poste de travail dans Power BI. Et puis maintenant, je peux commencer à avoir des données. Donc, si je vais par exemple ici, ben, je vois les données. C'est les données que j'ai été chercher, donc par ville, par pays, c'est quoi mon device category, puis on voit là-dedans que j'ai 3 types de device category et j'ai le nombre de sessions. Alors ça, c'est mes mesures que j'ai été chercher. La première chose que je vais faire, par contre, c'est que je vais aller éditer les requêtes. Donc, dans Power BI, on a ce qu'on appelle des requêtes. Puis la requête avec laquelle on vient de travailler, ça s'appelle, la source de données vient de Google Analytics. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais aller ajouter une colonne parce que je veux faire la distinction, moi, entre les données de faction A, puis je vais faire la distinction entre les données de faction A et les données de InEdge, qui sont nos 2 marques de commerce, nos 2 sites web pour lesquels on a des données. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une colonne, moi. Donc, je vais ajouter une colonne qu'on appelle par exemple, donc add by example. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais simplement taper le mot faction A, puis je vais le faire une fois, je vais le faire une deuxième fois, faction A, et puis automatiquement, Power BI va prendre l'hypothèse que je veux répéter ce littéral-là dans toutes les colonnes ou dans toutes les rangées de mes données. Alors, c'est ce que je veux faire. Puis, ce que je veux faire aussi, c'est que je vais changer le nom de cette colonne-là. Je vais la renommer, puis je vais l'appeler simplement site. Donc, ça, c'est vraiment le site web à partir duquel on travaille. Donc, l'autre chose que je vais faire aussi, c'est que je vais aller ici, puis je vais changer le nom de cette requête-là, puis je vais simplement l'appeler faction A. Donc, là-dedans, là, on a essentiellement nos données de faction A. Donc, je vais faire Close and Apply. Donc, on voit ici que les changements sont appliqués. Le site maintenant est apparu. Puis, je pourrais commencer à aller travailler avec des données là-dessus, là. Mais pour l'instant, ce que je vais faire, je sais d'emblée que je veux ajouter, moi, des données qui proviennent d'un autre site web, qui est le site web de InEdge. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais encore aller éditer les requêtes. Cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une source de données, encore une fois. En fait, c'est la même source de données. Donc, je vais aller dans Sources récentes, puis je vais aller sur Google Analytics. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, en fait, cette fois-ci, de solution InEdge, qui a une hiérarchie un petit peu différente que celle de faction A, mais en bout de ligne, on se retrouve avec les mêmes données quand on arrive à la fin de la hiérarchie. Donc, on sait que je voulais aller chercher, moi, dans la dimension de géographie, je voulais chercher les villes et les pays. Ensuite de ça, je sais que dans plateforme device, je vais aller chercher, moi, ce qu'on appelle le device category. Puis on peut voir ici les noms des colonnes. Donc, ça m'aide aussi à savoir ce que je vais aller chercher. Ensuite de ça, je sais que dans le temps, je vais aller chercher la date. Ça, on sait ça. Ensuite de ça, on sait que dans les dans les trafics, dans la source de trafic, on va chercher quelque chose qui s'appelle la source. Et puis finalement, dans les sessions,
ben, on allait chercher les 3 premières mesures. Donc, 1, 2, 3, puis on allait chercher aussi les sessions. Donc, on a maintenant la même tabulation qu'on avait avec faction A. Alors, je vais faire OK. Je vais accepter ces changements-là. Maintenant, aussi, on voit qu'on a une deuxième requête. Hein, donc, si je retourne ici, et puis ce que je vais faire, c'est que encore là, avec cette source de données-là, cette requête-là, je vais ajouter une colonne parce qu'on voit ici que j'ai, dans faction A, j'ai le site qui est ici, mais dans Inedge, je ne l'ai pas encore. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une colonne, encore là, par exemple, en utilisant un exemple. Puis ici, je vais simplement taper le mot Inedge une fois. Je vais taper Inedge une autre fois. Et puis, maintenant, Power BI sait encore une fois qu'il s'agit du même littéral que je veux appliquer sur toutes les rangées de ma table. Donc, je vais faire OK. Puis, je vais faire la même chose que tantôt. Pour harmoniser les données, je vais changer le nom de cette colonne-là. Je vais simplement la renommer et je vais l'appeler, comme dans l'autre table, je vais l'appeler site. Donc maintenant, on voit qu'on a 2 tables qui sont essentiellement du même format, mais avec 2 genres de données différents, avec 2 provenances de données différentes, mais avec les mêmes dimensions et les mêmes faits. Alors, je vais renommer cette requête-là, puis je vais l'appeler simplement Inedge. Puis évidemment, là, je le fais avec 2 sites web, mais une façon d'automatiser ça, on ne fera pas ça aujourd'hui, mais si on a plusieurs centaines de sites web ou plusieurs dizaines de sites web, on peut le faire une fois, puis on peut copier, puis on peut automatiser ce processus-là. En bout de ligne, ce que je vais faire, moi, je veux vraiment avoir, je veux pas travailler avec 2 tables différentes. Hein. Quand je vais, par exemple, si je retourne ici, puis je regarde maintenant dans Power BI, on applique les changements, je regarde dans Power BI, je vois ici à droite que j'ai deux jeux de table. Hein. J'ai les mêmes données, là. J'ai la date, le device category, j'ai les sites, la source, etc. Mais c'est sûr que si, par exemple, je travaille avec ces tables-là, ben là, je vais avoir, ça c'est une mesure du average session duration pour Inedge, mais si j'utilise celui-là, ben on voit que les chiffres sont différents là, mais c'est les sessions de faction A ici, puis les sections de Inedge ici, mais je travaille toujours avec deux tables qui ne sont pas liées, 2 tables différentes. Donc, une solution facile, c'est de retourner aux requêtes, puis je vais harmoniser les données dans une seule requête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ce qu'on appelle je vais additionner les requêtes. Donc, je vais additionner les requêtes, puis je vais en faire une nouvelle requête avec ça. Donc, on me dit ici, la table primaire, ça va être la table faction A. La table secondaire, ça va être Inedge. Si je fais OK, là, il va me demander, là, on voit qu'il a créé une nouvelle requête qui s'appelle append1. Là, on peut seulement renommer ça. Donc, ici, on va l'appeler all site data, par exemple, ou all sites, tiens, all sites. Ça, c'est une première chose. Puis la deuxième chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller ici, puis on peut dire dans les propriétés que on peut aller dans les propriétés. Excusez, c'est pas ça que je voulais faire. Donc, je vais enlever. Donc, en fait, on va regarder ça comme ça. Maintenant, si je retourne dans mes requêtes, excusez-moi, dans Power BI, ce que je vais voir maintenant, je devrais voir en fait 3 jeux de table. Hein. J'ai un jeu de table qui est faction A, j'ai un Inedge, puis j'ai un qui est tous les sites. Alors, quand je vais rafraîchir les données, automatiquement, les requêtes, quand je vais faire un rafraîchissement des données, puis ça peut être automatisé, mais automatiquement, je vais voir les données. Je pourrais faire disparaître ces sites-là, en fait, là, ne pas les montrer dans la section ici, donc, puis travailler seulement avec le All Site Data. Alors, si par exemple, moi, où est-ce que je veux aller, là, puis je vais vous le montrer d'avance, là, où est-ce que je veux aller, c'est là. Je vais fabriquer quelque chose comme ça. Donc, je vais commencer par faire un petit visuel de session par site. Donc, si je prends par exemple
ce qu'on appelle un donut chart, une charte en Bain, là. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le average session, je vais le mettre là-dedans, par exemple, et puis je vais le prendre par site. Mais là, on voit maintenant que automatiquement, j'ai créé un visuel qui me montre le average session duration pour faction A et pour Inedge. Donc, j'ai déjà intégré mes deux jeux de données à travers le visuel, et ça très, très rapidement. C'est vraiment parce que j'ai maintenant accès aux données qui sont fusionnées, en fait. C'est le mot que je cherchais tantôt. C'est la fusion de requêtes. Ensuite, ça, ce que je vais faire, c'est que je vais placer peut-être un autre visuel qui est les sessions par catégorie, tiens. Donc, je vais aller chercher les sessions. Donc, on a les sessions ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire par catégorie. Donc, je vais ajouter les catégories ici. Puis on voit que j'ai mes sessions par catégorie, mais dans Power BI, naturellement, puis automatiquement, tous les visuels sont liés. Donc ici, on voit que je n'ai pas filtré sur j'ai pas sélectionné aucun des sites. Donc, on voit le nombre de sessions par, euh, par device catégorie, par catégorie d'appareil, desktop, mobile, tablette. Mais si je clique sur InEdge, ben, on voit les données seulement pour InEdge. Puis si je clique sur faction A, ben, on voit seulement les données pour faction A. Puis on voit que le visuel nous montre la proportion par rapport au total. Donc déjà, là, je commence à faire une analyse multisite, à savoir, ben, de toute évidence, il y a plus de données qui proviennent de InEdge, probablement, c'est-à-dire il y a plus de sessions de InEdge, mais on voit par contre que la proportion semble aussi similaire. Hein? Donc, si on regarde les visuels, comment ils bougent dynamiquement, bien, on voit que la proportion, elle est similaire. N'empêche que ben c'est ça. Donc, on voit qu'on a plus de sessions qui proviennent du desktop que du mobile. Déjà, ça nous donne un insight, ça nous donne une espèce de révélation, si on veut, où est-ce qu'on pourrait commencer à prendre des actions là-dessus. Un autre visuel que je vais intégrer, c'est une charte. Donc, on va voir d'où ce que les données proviennent. Donc, je vais intégrer une charte. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je vais dire, OK, bon, moi, je veux par exemple, par pays. Hein? Donc, par pays, je vais voir le nombre, par exemple, le nombre de sessions. Donc, je vais planter le nombre de sessions ici. Puis, ce que je vois dans ce visuel-là, maintenant, c'est que j'ai le nombre de, si je l'explose un petit peu, là, juste pour le voir au complet. Alors, j'ai le nombre de sessions. Quand je me promène ici sur la charte, on voit que j'ai le nombre de sessions par en fait, par différents pays, parce que c'est ça que j'ai placé dans le visuel pour le moment. Puis, encore là, si tout est filtré, si je clique sur faction A, ben, je vois que visuellement que je semble avoir euh, une plus grande répartition géographique, si on veut, ou une plus grande provenance géographique avec la marque INEJ que je peux l'avoir avec la marque Faction A. C'est normal parce que c'est la façon seulement que nous, on fait la promotion de nos services, puis les services qu'on offre, ben, on a plus de provenance de l'extérieur, tandis que Faction A, ben, on a plus de provenance, je dirais, de l'intérieur ou peut-être même des pays francophones, je ne sais pas trop, pour faire une analyse un peu plus poussée. Une chose que je voudrais faire, par contre, c'est que là, maintenant, je vois le visuel par pays, mais je voudrais aussi aller par ville. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la ville ici. Puis, automatiquement, ça crée une hiérarchie. Donc, dans Power BI, ce que je vais faire, c'est que dans le visuel, je vais allumer l'option de forage. Puis, avec l'option de forage, là, quand je vais cliquer, par exemple, sur un pays, là, je me trouve à descendre maintenant dans les villes. Donc, parce que la hiérarchie, c'est une hiérarchie entre pays et villes. Donc, si je remonte la hiérarchie, puis je vais voir, par exemple, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Donc, si je clique sur les États-Unis, je vois qu'on a une provenance d'un peu partout aux États-Unis, mais qui semble être concentrée dans le nord-est du pays. Peut-être pas surprenant, peut-être c'est une question de population, peut-être c'est une question aussi du fait que on est économiquement plus proche de la côte est américaine, mais peu importe, ça nous donne ça nous donne quelques insights aussi. Dans toute analyse, on veut souvent parler de temps. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais ajouter un autre
une autre mesure. Donc, je vais prendre, par exemple, le nombre de bounce qu'on appelle. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais le répartir maintenant par date. Donc, je vais prendre une date, je vais mettre ça ici. Puis, on voit maintenant qu'on l'a au niveau de l'année, mais immédiatement, quand on a une date, on a une hiérarchie automatique là, entre l'année, les trimestres, les mois et les journées. Donc, si je clique là-dessus, je vais filtrer tout le reste de mes visuels pour l'année 2018. Ça filtre pour l'année 2019. Ça filtre pour 2007 et 2019. Donc, on voit que ça change, là, évidemment. Mais si j'enlève le filtrage, je retourne avec toutes mes données. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller encore une fois, je vais aller encore faire un forage. Je vais voir qu'est-ce qui se passe en 2019. Donc, si je clique là-dessus, maintenant, je le vois distribué par trimestre. Ensuite de ça, si je clique, par exemple, sur le trimestre numéro 4, qui n'est pas encore fini, donc on a moins de données, mais le premier trimestre est terminé. Puis on peut le voir ici par mois, puis finalement, on peut le voir par journée. Puis tout ça, là, on voit que tous les visuels sont tout reliés ensemble. En bout de ligne, puis là, je ferai pas d'autres, je créerai pas d'autres visuels, mais en bout de ligne, on peut arriver là. Hein, alors, ce que j'ai fait au préalable, j'ai fabriqué le tableau de bord au complet. Et puis ici, on voit par exemple des cartes qu'on a placées avec des données globales. On peut filtrer maintenant par un petit prompt ici pour filtrer par catégorie de device. On peut avoir aussi un histogramme horizontal des sessions moyennes par site. Puis encore là, quand je clique sur un site, ben, on voit les visuels bouger avec les données de ce site-là. Pour compléter la donnée, je ne le ferai pas, mais une fois qu'on la démonstration, c'est-à-dire, mais une fois qu'on a fabriqué les visuels, on peut vouloir les partager. Donc ici, on a un bouton qui s'appelle Publish, puis quand on publie les données, bien, on peut aller publier ça, je ne le ferai pas, là, mais on peut publier ça sur le service Power BI, à partir duquel on peut se mettre à partager les données, comme Étienne l'a mentionné, avec nos différents collaborateurs, où on peut les partager aussi à l'externe, si on veut. Il y a des façons sécuritaires de faire ça, de partager les données aussi à l'externe. Puis dans Power BI, ben, c'est comme ça qu'on partage les données. Donc, le cycle de partage se fait à travers le service Power BI. Puis là, là-dessus, il y a toutes sortes d'options de rafraîchissement, puis de partage sécuritaire, de partage externe. Puis c'est un sujet en lui-même, là. Mais je voulais simplement revenir un peu à ce qu'Étienne disait tantôt. Une fois qu'on a nos visuels, puis on a des insights, puis on peut commencer à les partager, puis ça se fait à travers du service Power BI. Donc, ça remplit pas mal ce que je voulais présenter aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas, on n'a pas beaucoup de temps, donc on peut pas tout faire. Mais en conclusion, ce que je voulais vous mentionner, c'est qu'on peut utiliser les données de Google Analytics, puis on peut les augmenter de vos données à l'interne ou à l'externe. Je n'ai pas fait ça aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Puis on peut facilement distribuer les rapports de façon sécurisée à travers le service, puis d'autres options architecturales, dépendamment de la complexité, le nombre d'usagers, le niveau de collaboration que vous voulez avoir, tout ça, là. Puis la gestion de la sécurité est facile. On pourrait facilement intégrer ce qu'on appelle du row level security, c'est-à-dire, comme Étienne a parlé tantôt, disait tantôt, c'est-à-dire que si on est un gestionnaire du site faction A, par exemple, on voudrait avoir seulement les données de faction A. Gestionnaire du site web, on va avoir seulement les données du site InEdge. Puis si on est un gestionnaire global, on va pouvoir voir tous nos sites web. Donc, c'est ici que se termine ma partie. Étienne, je vais te repasser le bâton. Ben, merci Philippe. Je pense que ça a été une excellente présentation. En fait, j'espère qu'on a réussi à transmettre une